Bonjour à tous et bienvenue sur La Retraite à 40 ans, le podcast pour prendre sa vie en main. Chaque dimanche, retrouvez une personne comme vous qui échange sans fil sur ses origines, ses ambitions, ses aspirations, sa relation à l'argent. Je m'appelle Victor Laura, je suis l'expert français du frugalisme et du mouvement FIRE, Financial Independence and Retire Early, indépendance financière et retraite précoce. Retrouvez mon livre La Retraite à 40 ans, c'est possible aux éditions Larousse. Pour rejoindre le mouvement FIRE, c'est sur devenirfrugaliste.com. Il y a une communauté, des workshops et des outils. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Retraite à 40 ans. Aujourd'hui, je veux revenir sur la reprise de boîte et revenir sur un sujet qui est particulier. Alors, c'est un petit peu comme l'IMO indirectement. Pour tous ceux qui ne sont pas encore passés à l'action, en fait, il y a un truc à retenir pour tous ceux qui n'ont jamais eu de business, tous ceux qui n'ont jamais eu d'IMO, tous ceux qui n'ont jamais eu de boîte. On pense que le plus dur, c'est de trouver le deal et de le faire. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Alors, pour l'IMO, c'est un peu moins la réalité. Mais on va quand même revenir dessus. Disons que vous trouvez une superbe opportunité. Ça va être un immeuble de rapport qui est dans une ville qui vous fait du 2 000 € de cash flow pour 350 000 € d'invest. Sur le papier, tout marche bien. Déjà, il faut réussir à le trouver, il faut réussir à le négocier, il faut réussir à le financer. Et il faut aussi être en capacité vous-même de vous convaincre que le deal va être intéressant pour vous. Il faut être en compréhension de comprendre tout ça. Bon, bref, si vous voulez vous chauffer, vous venez avec moi en coaching, je vous apprends tout ça. Par contre, il n'y a pas que ça dans l'IMO. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez acheté le bien immobilier, il faut le gérer. Et des petites erreurs de gestion font que finalement, le deal ne va plus fonctionner. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez votre deal, bon, disons qu'il est en agence, donc il est géré, il va quand même falloir s'assurer que l'agence fait son boulot, s'assurer que lorsque vous avez une problématique avec un locataire, ce soit géré, s'assurer que si vous avez une problématique sur l'immeuble, de bien comprendre ce que c'est, parce que personne ne sera autant garant que vous du projet. C'est-à-dire que si votre immeuble a une problématique de toiture, si votre immeuble a une problématique de porte, ou même s'il y a un dégât des eaux, les personnes que vous allez appeler mandater pour vérifier certaines étapes ne seront pas porteurs réellement du projet. C'est-à-dire elles vont gérer ça, mais pas peut-être mettre le petit degré d'énergie supplémentaire qui va faire que le projet sera réellement géré. Ça, c'est pour l'immobilier. Donc l'immobilier, c'est vraiment du semi-passif. Donc en réalité, en fonction de ce que vous achetez, alors les immeubles, c'est un petit peu plus complexe que les appartements, que les colocations, que les choses comme ça. Mais en réalité, ça reste du semi-passif et il n'y a pas trop d'erreurs. Alors, je repense à des personnes qui sont dans mon programme de coaching. C'est un couple, ils ont fait une maison en colocation dans le sud de la France. Sur le papier, ça cartonne. Et d'ailleurs, quand ils sont venus dans mon programme, ils l'avaient déjà réalisé. Et je regardais le truc et ça cartonne, ça tourne bien. Je crois que c'est 800 € ou 1000 € de cash flow. Donc, c'est de l'argent supplémentaire que vous avez par mois. Et j'étais là, donc c'est très bien, sauf qu'ils ne s'en occupaient pas. Eux, ils habitent à Paris, c'est dans le sud de la France, il faut y aller. Ils l'ont mis dans une agence, mais en fait, ils ne regardaient pas, donc ils me disaient Victor, on n'a pas ce problème-là. Puis je les voyais un peu déprimés, ils voulaient faire un autre investissement avec moi. Et je regarde un peu, on parle de cet invest, et du coup, avant qu'on se lance dans un nouvel investissement, j'aurais dit écoutez les gars, il faut qu'on traite ce sujet. Donc j'ai regardé avec eux, je leur ai dit où est-ce que ça en est, puis ils me disent oui, c'est en agence, on ne comprend pas, c'est pas loué, etc. Et là je leur dis écoutez, on regarde le sujet. Donc là, on va déjà voir l'agence, on va voir l'annonce. Moi, je me rends compte que l'annonce, elle ne met absolument pas en valeur la colocation. C'est c'est des photos qui sont, franchement, entre nous. Allez, on est dans le vocabulaire. C'est dégueulasse. Les photos sont dégueulasses. L'annonce, elle donne pas du tout envie. Le prix n'était pas ajusté. L'agence, en plus, c'était... bref, rien n'allait. C'est-à-dire que si... Là, le vrai boulot, c'était... alors, il y a plein de problèmes dans un invest IMO pour que ça ne marche pas. Il y a déjà la problématique que l'invest IMO en tant que tel ne fonctionne pas. C'est-à-dire que vous proposez un service qui n'est pas demandé dans la zone. Et deuxièmement, après, ça va être votre market. En fonction de... Donc, par exemple, si vous proposez une colocation dans un endroit où il n'y a vraiment pas de besoin de colocation, alors, je pense, avec le temps, que c'est très, très rare qu'il n'y ait pas de besoin de colocation. La problématique que vous risquez d'avoir, c'est... vous allez avoir de la colocation pour un mois, donc ça c'est chiant. Mais aujourd'hui, en termes de colocation, quelqu'un qui a besoin de louer une chambre quelque part pour se dépanner, dans la plupart des endroits, ça fonctionne quand même. Là, l'enjeu que vous allez avoir, donc déjà, il y a ce truc d'avoir un produit qui est dans un marché qui n'est pas trop ajusté, pour avoir un produit qui est problématique. Donc vous pouvez, par exemple, avoir un bien
où il faut le retaper, quoi. Vous avez un bien, ça a été bidouillé, vous avez acheté quelque chose où la salle de bain était mal faite, donc il y a un dégât des eaux. Vous avez acheté quelque chose où c'est pas aux normes, donc il faut refaire des normes. Donc là, je pense particulièrement à tout ce qui est locaux commerciaux, etc. Bref, vous avez cet enjeu où il faut vraiment intervenir sur le bien en tant que tel. Une autre problématique que vous êtes dans un marché où vous avez un bien, un produit qui peut correspondre. Par contre, en fonction de la difficulté du marché, il va falloir être plus ou moins bon en marketing. Là, demain, vous avez une colocation à Paris dans un appartement qui est dégueulasse, vous le louez, et vous le louez facilement 500 € la chambre. Même si c'est des chambres, vraiment, il n'y a quasiment pas de lumière, ça pue la moisissure, vous arrivez à le louer à Paris, 500 balles la chambre. Vous avez un truc comme ça dans une autre zone, non, parce que la gamme du marché, il y a plein de produits de meilleure qualité, donc il n'y a pas une tension suffisante pour pouvoir louer ce type d'actif. Donc, en tout cas, ce que vous pouvez faire dans ce cas-là, ce que vous devez faire dans ce cas-là, c'est augmenter votre marketing pour toucher votre cible. Et du coup, quand vous avez des colocs, et par exemple, c'est ce qu'on fait pas mal à Roubaix, il faut se différencier, donc avoir un produit, si vous avez une coloc par exemple un peu écolo, c'est ce qu'on a fait, une coloc un peu écolo, vous allez taper les personnes qui vont être intéressées pour aller dans des colocs écolo, donc des étudiants qui ont des vocations sur le sujet, et qui sont prêts et qui vont vouloir venir chez vous parce que vous avez ça en particulier. Si vous êtes dans un marché qui n'est pas très dynamique, contactez la mairie, mettre ça sur les réseaux sociaux, discuter avec les commerçants d'à côté, trouver en fait, finalement, encourager, vous présenter à l'extérieur pour qu'on vous trouve. C'est exactement la même chose aujourd'hui. Vous avez un produit, un service que vous voulez vendre, et c'est ce qu'on fait d'ailleurs dans la partie business. Vous avez un produit, un service que vous voulez vendre, il faut le marketer. Si vous le marketez, vous êtes connu de plus en plus de personnes. Si vous êtes connu de plus en plus de personnes, les gens qui vont être intéressés par rapport à ce que vous faites vont venir chez vous. Autre élément, on a du coup sur les entreprises, attention, reprendre une boîte, en fait, c'est ce qu'on ne vous dit pas, et ce que la plupart des gens... Si vous allez par exemple, un des actifs les plus faciles à reprendre, c'est un site e-commerce. Un site e-commerce, vous allez sur Dotmarket, là, vous regardez les sites, vous regardez dessus, le mec il va vous dire qu'il bosse 1 heure par semaine dessus, et il va vous dire, il n'y a pas besoin forcément de beaucoup de compétences, faut vite fait savoir écrire un article, ou voilà. De toute façon, il y a des gars à qui on sous-traite, rachetez ça, et le produit va tourner, vous allez gagner 5 000 balles par mois, ça va être super. Donc vas-y, rachetez-moi ça, 80 000 €. C'est que des conneries, les guys. En fait, c'est hyper simple de racheter une boîte, c'est hyper simple de racheter un appart. En fait, il y en a certains d'entre vous, ça vous paraît difficile. Tout est simple et tout est difficile. Acheter un appart, monter un dossier bancaire, acheter un immeuble, monter un dossier bancaire, etc. En fonction de à quel point vous allez dans le deep du sujet, oui, c'est pas si simple non plus, mais grosso modo, c'est simple. Une boîte ou un site e-commerce, hyper simple à racheter si vous avez le cash. Si vous avez 50, 100 000 balles, vous allez à la Dotmarket, vous faites une offre, le mec il dit oui, vous faites un virement, le site il est à vous, c'est bon. Après, mais qu'est-ce que vous avez racheté? Je sais pas. Et ce qu'on vous dit pas quand on rachète des boîtes, c'est les emmerdes que vous avez derrière. La vie, c'est choisir les emmerdes auxquelles on veut faire face. Demain, vous achetez un appartement locatif, vous allez avoir des emmerdes. Mais les emmerdes, je comparer un appartement locatif et un site e-commerce, moi je préfère avoir un appartement locatif de plus qu'un site e-commerce, parce que votre site e-commerce là, c'est pas juste trouver des locataires, non, c'est d'avoir tout un système qui tourne et qui fonctionne bien avec des produits qui doivent être adaptés au moment T à ce que vous vendez. Et une boîte, c'est ça, il vous faut des produits et des services adaptés au moment T que vous vendez. C'est pour ça que c'est intéressant de regarder les boîtes qui sont là depuis très longtemps avec le même service, parce que finalement ça veut dire que ça dure et que c'est la même chose, donc ça veut dire que c'est comptable. Donc attention, tous ceux qui se disent que le plus dur c'est de financer une boîte, financer le rachat, financer tout ça, non, pour moi c'est pas le plus dur. En tout cas, pour moi, dans ma vision, financer une boîte, la trouver, etc., c'est pas le plus dur. Le plus dur, après, c'est de vous assurer, une fois que vous l'avez, que le truc fonctionne bien dans le temps. Et c'est ça le véritable sujet. C'est ça le véritable truc. Et ça, c'est la grosse différence entre l'IMO et la reprise de boîte. L'IMO, si vous le faites bien, grosso modo, la gestion, c'est un peu chiant, mais c'est beaucoup plus simple qu'une boîte. Dès que vous avez une boîte, vous avez plus d'humains, vous avez de l'humain, vous avez des locataires. Dans une boîte, vous avez peut-être des salariés. Dans une boîte, vous avez des prestataires. Les prestataires aussi, il faut les encourager, il faut encourager tout le monde. Faut garder le tempo avec tout le monde, etc. Donc, quand vous reprenez une boîte, attention, parce que ça, c'est ce qu'on m'a dit une fois. En fait, les gens pensent que le jour où on signe la reprise de boîte, c'est fait. Mais il n'y a rien qui est fait, les guys. Et surtout, attention aujourd'hui, quand vous reprenez les boîtes, et d'ailleurs, je vais en faire un autre épisode là-dessus sur les jobs qui vont être digitalisés. Vous reprenez une boîte aujourd'hui, ça dépend la prise de risque que vous voulez prendre, mais si vous prenez une boîte aujourd'hui qui est dans un domaine, par exemple du marketing, ou un domaine qui peut être impacté de conseil, un domaine qui peut être grandement impacté par l'IA,
Vous reprenez une boîte, disons que vous faites un crédit d'1 million pour l'acheter sur 7 ans. Vous avez 7 ans, vous allez en baver les guys. 7 ans, vous allez vous taper. Alors vous pouvez la vendre avant. Là, je vous donne le discours un peu alarmiste. Mais pendant 7 ans, vous devez être garant de la thune qui rentre dans la boîte, des dépenses. Il faut avoir l'énergie, il faut être prêt à aller se battre. Même si vous mettez, entre guillemets, un DG à la tête de la boîte, attention. Le DG, d'où il vient, est-ce qu'il ne va pas vous avoir comme d'hab, quelles sont les limites, comment vous devez quand même vous occuper de lui pour pas qu'il se sente là. Attention à ce truc-là, le vrai boulot commence le jour où vous avez récupéré la boîte. Oui, il faut faire un super deal au début, mais après, il faut faire un super deal à la fin. C'est comme toutes les personnes, c'est marrant, discuter avec des gens qui font un peu d'IMO, pour essayer de se garantir qu'ils n'ont pas perdu d'argent, ils vont vous dire, moi j'ai acheté, là ça n'a pas eu 5%, mais putain je l'ai vachement bien acheté, du coup j'ai pas perdu d'argent, etc. Le vrai deal se fait pas à l'instant où vous échangez avec le gars, Votre deal, c'est un peu le truc de la bourse qu'on peut voir de différentes façons, mais vous savez si vous avez vraiment gagné de l'argent lorsque vous ressortez du deal. Ou lorsque vous avez tellement gagné avec le deal qu'en fait le prix d'achat n'est même plus relatif. C'est ça le vrai truc. En attendant, vous ne savez pas. Vous pouvez vous dire que c'est un bon deal parce que vous faites du cash flow par rapport à votre plan, par rapport à votre truc, mais tant que vous n'êtes pas ressorti, vous ne savez pas. Ou tant que vous n'avez pas remboursé 80%, vous ne savez pas que votre deal il est bon. Et c'est pareil dans les boîtes. Dans les boîtes, la majeure partie de ceux qui sont réellement de l'argent, c'est lorsqu'on fait la revente. Soit vous avez des boîtes à gros cash flow, sinon c'est à la revente. Et la revente, vous ne savez pas à quel prix vous revendez votre boîte, à moins de l'avoir vendue et d'avoir l'argent sur votre compte. Donc attention à ce truc. Ne pensez pas que c'est parce que vous avez racheté une boîte que ça va le faire et que ça va y aller, quoi. Non, il faut vraiment aller jusqu'à la gérer, penser à la gestion, être en capacité de le faire. Après, il faut toujours un degré de prise de risque, un degré d'être ingénu pour pouvoir avancer dans ces investissements. Et ça, je suis tout à fait d'accord. Mais ne minimisez pas cette partie-là et surtout trouvez un projet qui est en phase avec votre performance d'aujourd'hui et qui est en phase par rapport à ce que vous pouvez faire. Oui, on peut aller chercher loin, mais attention à ne pas croire que tout va être... que le truc va être... c'est juste signer la boîte ou signer l'appart qui va faire que tout va cartonner. Non, il y a la suite. Et il faut penser à la suite assez souvent. Je vous souhaite une très bonne journée aujourd'hui. N'hésitez pas à me laisser 5 étoiles, un petit commentaire, ça m'aide beaucoup. Et à m'envoyer un message sur LinkedIn ou sur Insta si vous avez des questions. N'hésitez pas pour qu'on échange. À très vite. Vous venez d'écouter un épisode de La Retraite à 40 ans. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à rajouter 5 étoiles et à mettre un petit commentaire. Ça nous aide vraiment beaucoup. Pour être informé des nouveautés, rendez-vous sur devenirfrugaliste.com. Une question, je réponds sur LinkedIn, Victor Lora, Lora. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. À très vite.